vous souhaite la bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, tels qu'ils ont été définis dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, parce que les femmes et les filles subissent des violences en fonction de leur sexe, et non en raison du sentiment qu'elles auraient d'être des femmes ou des filles. Notre déclaration compte déjà plus de 39 000 signataires à travers le monde, provenant de 160 pays, et ce chiffre augmente de 200 signatures par semaine. Nous vous invitons à la signer à votre tour si ce n'est déjà fait. Notre déclaration se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 9 qui réaffirme le besoin de protection des droits de l'enfant. Donc on aura Blandine avec moi qui fera la modération du chat et qui prendra vos questions. Elle ajoutera également les liens utiles au fur et à mesure du déroulé de l'intervention de Marie Moidon. Voilà, notre invitée, c'est Marie Moidon, qui est membre du WDI France Nous Femmes. Bonjour Marie. Elle Bonjour. est titulaire d'un diplôme universitaire Violences faites aux femmes. Son mémoire portait sur la nécessité de prendre en compte les violences face à une jeune fille qui se dit trans. Le début de son engagement militant féministe, c'est lorsqu'elle a découvert qu'il y avait eu une culture valorisant la pédophilie dans les années 70-80. Marie est également formatrice sur les violences faites aux femmes, la pédocriminalité et l'égalité entre les sexes. Oui, alors, bonjour. Alors moi, ma découverte, de ce phénomène, ça date du début des années 2010, hem, où en fait, malheureusement les enfants de mes amis ont été, massivement victimes d'un pédocriminel et malheureusement, je savais déjà que ça existait la pédocriminalité, mais là, ce qu'il y avait de nouveau, c'est, tous les discours que mes amis ont découverts, autour de ce qui s'était passé et notamment, ce pédocriminel, il était très ami avec un couple de parents et dans ce trio infernal, il y avait une circulation d'écrits militants et ça nous a vraiment stupéfaits. Notamment, Tony Duvert qui est ouvertement pédophile. Alors, j'utilise le terme pédophile, pour parler vraiment de cette mouvance militante. Heu, Plus tard, j'utilise plutôt le terme pédocriminel, qui est beaucoup plus adapté puisque les pédocriminels n'aiment pas les enfants, évidemment. Mais j'utilise les 2 mots, hein, pédocriminel pour parler des actes et pédophilie pour parler de ce mouvement en fait, très militant en fait. Et quand j'ai découvert en fait cette, culture, ça m'a quand même, fait écho, ça m'a rappelé des souvenirs et j'ai voulu, creuser. Parce que finalement je la connaissais cette culture. Moi je suis née en 77 donc je vois très bien ce que c'est, mais j'avais pas du tout capté que ça avait eu une telle ampleur. Et c'est là que j'ai découvert ce que j'ai appelé une culture pédophile de ces années-là. Alors est-ce que tu pourrais, Ghislaine, mettre la diapo 2 pour qu'on voit un petit peu, le genre de citation qui pouvait y avoir? Alors, il y a vraiment des citations, affreuses, hein, mais bon, ça me semble important de vous les montrer. Alors ça, c'est issu d'un livre de Catherine Baker. C'est un livre qui circulait beaucoup dans certains milieux militants. Elle a écrit, Insoumission à l'école obligatoire en 85 et en 2014, les éditions Time Party ont ressorti Insoumission à l'école obligatoire et ça, c'est, tiré d'un chapitre qui s'appelle «Contre l'assujettissement du sexe mineur». Alors, ce livre, il circulait parce que, auprès de gens, très bien, hein, enfin, en fait, parce que l'insoumission, on trouve ça sympa, c'est des gens qui aimaient pas forcément l'école, bon, mais en vrai, la plupart des gens, ils trouvaient que le titre était sympa, mais ils lisaient pas le livre en entier et moi, je l'ai lu en entier, le livre. Et en fait, ça craint vraiment. Et quand j'ai croisé, plusieurs fois, des gens des éditions Time Party, je leur ai dit: «Mais enfin quand même, vous l'avez réédité en 2014 ce bouquin. Vous avez fait une préface. Pourquoi est-ce que dans cette préface» parce que moi je suis pas pour la cancel culture, il faut, rééditer les choses, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit: «Bah,
en fait, on se désolidarise de certains des propos de Catherine Baker. Mais non, il y a rien de marqué par rapport à ça et j'ai jamais pu, savoir pourquoi ils s'étaient pas désolidarisés. Alors, on va vous mettre le lien du bouquin de Catherine Baker, hein, qui est affreux, mais bon. Et puis il y avait un autre livre qui circulait, dans les mêmes, réseaux en fait, c'est, Yves Bonnardel, qui est un grand admirateur de Catherine Baker. C'est un type qui est vraiment dans les milieux, militants, avant-gardistes, machin. Pendant des années, il avait, prôné l'antispécisme et puis maintenant, bah, l'antispécisme, c'est reconnu par plein de gens. Alors, j'ai l'impression qu'il a voulu se mettre dans une nouvelle avant-garde. Et maintenant, son truc, c'est la domination adulte. Donc, aux éditions Myriadis en 2015, il a sorti La domination adulte contre l'oppression des mineurs. Alors lui, il se dit pas ouvertement pédophile, contrairement à Catherine Baker, où on comprend dans ses écrits qu'elle a quand même une certaine attirance. Mais les références de Yves Bonnardel sont des militants pédophiles, et si on lit entre les lignes, on voit que bon, il a une vraie sympathie. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que, cette culture pédophile des années, 70-80, elle a continué à sévir et vous allez avoir le lien du livre d'Yves Bonnardel dans le chat, jusqu'à, aux années, 2010. Et donc suite à ça, j'ai fait des recherches, j'ai écouté, j'ai lu beaucoup de récits de victimes, j'ai lu des écrits militants aussi, et aussi des recherches en sciences sociales. Alors le lien avec le transactivisme, pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que quand des années après, j'ai découvert l'offensive du transactivisme sur les enfants, je me suis rendu compte qu'il y avait une conception de l'enfance commune. Enfin, ça m'a rappelé enfin, ça m'a vraiment rappelé cette culture pédophile parce que c'est la même conception de l'enfance, des bases idéologiques communes, un héritage commun. Alors en premier, je vais vous parler du vécu de qu'est-ce que les victimes de ces années-là ont vécu et qu'est-ce qu'il y a de commun dans leurs récits, puisque j'ai vraiment repéré des points communs. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous parlerai de la stratégie politique de ces militants pédophiles. Voilà. Alors, donc, on va passer à la diapo 4. Qu'est-ce qu'elles vivaient, du coup, ces victimes de cette mouvance dans les années 70-80 et peut-être même après? Bah, elles vivaient ce que vivent toutes les victimes, c'est-à-dire la rencontre avec un agresseur qui a une stratégie. Et cette stratégie, elle est universelle, hein. Il s'agit de repérer une victime et puis de mettre en place les conditions pour passer à l'acte en isolant la victime et en la dévalorisant, et de passer à l'acte en faisant quelque chose d'absolument terrorisant pour la victime. Et évidemment, assurer son impunité en inversant la culpabilité, en recrutant des alliés et en verrouillant le secret. Alors ça, c'est commun à tous les agresseurs, hein, que ce soit des violents conjugaux, des violeurs, des pédocriminels. En fait, c'est commun à tous les agresseurs. Mais les agresseurs, malgré tout, ils s'adaptent à leur milieu et à leur époque. Et ils tirent profit de tous les éléments de leur environnement. Et dans les années 70, ben en fait, il y avait une proximité avec, enfin, ça faisait pas longtemps, mais 68, qui était quand même un mouvement pour la liberté. Et notamment, il y avait aussi des revendications des jeunes, hein. Enfin, à l'époque, en France, la majorité était à 21 ans, donc voilà. Et les pédophiles, ils s'engouffrent, donc les militants, ils s'engouffrent dans la brèche et ils parlent de liberté des enfants. Ils vont utiliser, en fait, ils vont surfer sur la vague de mai 68, où il y avait quand même des choses assez intéressantes, pour dire, bah, en fait, non, mais c'est pour la liberté des enfants, c'est contre l'ordre bourgeois, et cetera. Et ils vont complètement nier l'enfance, et l'existence de spécificité de l'enfance. Alors, comme je vous disais, d'abord l'agresseur, il repère une victime et dans ces années-là, ils vont la séduire en utilisant ses besoins spécifiques, notamment d'attachement et de sécurité affective. En fait, on a une citation de Vanessa Springora, parce qu'en fait, voilà, elle parle en fait du manque d'amour et en fait, bah, quand, Maznev arrive, alors voilà, je vais Vanessa Springora, en 2020, elle a écrit Le consentement, donc c'est, dans lequel elle raconte en fait, les violences en fait de Maznev, hein, enfin la relation qu'elle avait avec Maznev où elle est
il allait utiliser en fait toute cette séduction. Et Maznev, c'était, un pédocriminel célèbre en fait, qui écrivait des livres, qui racontait ses crimes dans ses livres et il était reçu sur les plateaux télé, et tout le monde trouvait ça super cool, de le recevoir. Notamment, il était passé sur Apostrophe, vous devez avoir le lien, dans le chat et Vanessa Springora, en fait, elle explique comment il va la séduire en disant: «C'est la première fois que quelqu'un de mon entourage utilise en s'adressant à moi ce vous qui flatte instantanément mon ego en même temps qu'il me place d'emblée sur un pied d'égalité avec lui. Et ça, c'est vraiment typique de ces années-là, c'est-à-dire que l'agresseur faisait croire à l'enfant qu'ils étaient égaux et comme il le considérait. Et ça, c'est très embêtant parce que ça détourne des adultes protecteurs et ça détourne enfin, des parents qui peuvent être les adultes protecteurs, puisque quand la mère de Vanessa Springora essaye de mettre sa fille en garde contre ce sale type, en fait, bah, la petite a dit, «Bah, c'est n'importe quoi, j'ai pas 8 ans». En fait, voilà, c'est et ça fait que ça, c'est très compliqué après pour les adultes de protéger leur enfant puisque, bah, eux, ils ont pas la séduction de leur faire croire que c'est des adultes ou des grands, quoi. Alors je vous parlais du secret. En fait, souvent, hem, il y a pas de secret. Dans ces années-là, c'est vraiment une particularité, c'est qu'il vaut mieux eux, en fait, ils se sont dit: «Bah, vaudrait mieux changer la société pour ne plus avoir à se cacher» et effectivement, Maznev, il parle publiquement des viols qu'il commet, en fait. Francesca J, c'est, une des autres victimes de Maznev qui a écrit «L'arme la plus meurtrière», vous allez avoir le lien dans le chat. Elle parle vraiment, du rôle qui est joué par l'ensemble du milieu intellectuel, artistique et cetera. Et puis, on a, l'école en bateau qui a été fondée en 69 par, Kamenev, en fait, Kamenev, il écrivait, assez clairement, on pouvait comprendre, hein, que ce qui se passait sur le bateau. En fait, il violait les gosses, hein. Dans sa revue, c'était quand même assez clair, mais il y avait des pubs pour l'école en bateau qui passaient à la télé et tout et il emmenait pendant des mois des enfants, sur un bateau, vivre une grande aventure, loin des parents évidemment et en 2013, il a été condamné pour, viol et agression sexuelle. Donc il y aura pas mal de citations, parce il y a des victimes qui ont témoigné dans 2 reportages, dont un qui a été réalisé, par 2 anciennes victimes, Laurent Esnault et Réjeanne, Varrot. Donc vous allez avoir les liens vers les 2 films et tout ça, ça fait que, bah, l'enfant, il peut pas dévoiler puisque tout le monde le sait déjà et en plus, on a des enfants qui voient l'ensemble de leur entourage, voire de la société, cautionner ce qu'ils sont en train de subir. Alors parfois, il y a quand même un secret, mais il est délimité, pas par la menace, hein, mais parce qu'il faut protéger les autres qui seraient trop cons pour comprendre et c'est vraiment l'agresseur qui délimite les frontières, du secret. Eva Ionesco, elle a réalisé en 2008, un film qui s'appelle My Little Princess, dans lequel elle raconte son enfance où elle vivait chez sa grand-mère et en fait, sa mère, c'était une espèce d'artistouille du milieu branché parisien qui faisait des photos et on a vraiment l'impression qu'à un moment donné, elle se dit, «Ah tiens, j'ai laissé un truc chez ma mère, ça pourrait me servir» et le truc en question, bah, c'est sa fille et elle se met à faire des photos, pédopornographiques de sa fille, qui plaît énormément à tout le milieu branchouille, voilà et à un moment donné, elle dit, dans le film, elle dit à sa fille, «Tu dis rien à mamie, c'est un secret entre nous». Bon, jusqu'ici rien de nouveau, hein, mais c'est surtout qu'elle dit: «Elle comprendrait pas». Donc ça, on voit vraiment et de la même façon, en fait, la mère de Vanessa Springora, au départ, elle est pas d'accord, mais elle finit par s'accommoder de la présence de Maznev et elle finit par dire à sa fille que bon, quand même, les grands-parents ne doivent pas savoir et c'est vraiment le pédocriminel qui délimite, les frontières et ce qui fait que si le secret, il est délimité comme ça, en fait, l'enfant, il est isolé du reste de la société, dans un groupe qui ne partage pas les valeurs de l'ensemble de la société et donc dans une sorte d'élite. Et ce secret, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'il s'était pas dit clairement aux enfants, c'était sous-entendu. On savait qu'on devait rien dire, parce qu'il fallait pas choquer, les bourgeois, les réacs, les coincés. C'est vraiment une innovation, c'est suggéré.
on comprend qu'il y a une vérité inaccessible au plus grand nombre et ça, un ancien élève, un ancien élève de l'école en bateau dit: «Par les discussions à bord, on comprenait que, quand on sortait du bateau, c'était pas forcément bien compris par l'extérieur, ni même compris du tout, donc pour éviter les complications, le plus simple, c'était de pas en parler». Et il y a aussi une peur, le secret, il est aussi parce que les enfants ont peur de trahir, ceux qui veulent, notre liberté. On va pas trahir quelqu'un qui fait ça pour notre bien et pour notre liberté. Donc les enfants peuvent se sentir redevables et on peut pas se révolter contre quelqu'un qui veut notre liberté. Enfin, c'est impossible, en fait. Benoît, il dit, «Je me rappelle, j'avais qu'une trouille, c'est que mes parents découvrent ce qui se passait sur le bateau. Ça aurait été la trahison de ma part» et pareil, lui, il dit, «Ce qui se passait à bord, ça devait rester à bord, les autres gens, ils pouvaient pas comprendre». Alors tout ça, ça fait que, bah, ce qui est secret, c'est pas l'acte, c'est la version de la victime et donc elle est complètement piégée parce que les gens, ils savent, que, les actes ont lieu, il voit la victime qui semble aller bien, voire qui dit agir librement, qui joue le bonheur parce que en fait, il faut pas trahir, il faut pas vexer, l'adulte qui dit vouloir notre liberté et la victime, elle peut être amenée à dire publiquement qu'elle est d'accord. Donc après, bah, c'est très compliqué de revenir sur ses dires et la victime est coincée, pour pas paraître, inconsistante. Alors Judith Godrèche, en 2023, elle a réalisé une série qui s'appelle Icon of French Cinema heu, dans lequel elle raconte en fait qu'elle était en couple avec un adulte, hein, Benoît Jacquot et en 2023, elle a porté plainte contre Benoît Jacquot et Jacques, Doyon. Donc on voit que l'enfant ne dit pas du tout, bah, ce qu'il a au fond, en fait et dans cette situation, les enfants, ils pouvaient pas, élaborer leur propre récit, parce qu'ils étaient coincés dans une situation absolument dégueulasse, à sourire en disant: «Oh, on est content, voilà». C'est des bons acteurs, hein, les victimes et la version réelle de la victime, elle était tout au fond entre, le dégoût et la dépendance à l'adulte. Et il faut des années pour se libérer du discours du récit de l'agresseur, hein. Il faut déjà être sorti de la situation, comprendre qu'il s'agissait de viol, hein, parce que le discours de l'agresseur, c'est qu'on a de la chance de bénéficier d'autant de liberté, hein. Et ensuite, il faut encore des années pour élaborer son propre récit. Parce qu'en plus, ça c'est un des élèves de l'école en bateau, qui dit, bah, «Ça m'a beaucoup troublé, questionné et je me disais: «Je suis pas normale» parce qu'en plus, on est censé aimer le cul dans ces années-là. Enfin, désolée de dire comme ça, mais en fait, les enfants qui aimaient pas, ben, en fait, il y avait un problème. On est censé aimer ça, c'est bon. Donc là, l'enfant, il se dit: «Je suis pas normal». Et en fait, il dit: «Bah, ça m'a sidéré, ça m'a stupéfait, mais pour moi, j'ai pas crié parce que c'était pas vraiment une agression, parce que pour moi, c'était quelqu'un de gentil», voilà. Et puis ensuite, pour, élaborer son propre récit, il faut avoir compris pourquoi on n'a pas pu appeler au secours. Pourquoi on n'a pas saisi les mains tendues, parce qu'il y avait des gens quand même qui essayaient de venir et de dire: «Il y a quelque chose qui est pas normal», qui essayaient de venir en aide à ces enfants, de les protéger et en fait, ce qui était terrible, c'est que, bah, ces adultes, les enfants les nommaient avec les mêmes mots que l'agresseur. Alors qu'en vrai enfin voilà, c'était, bah, des coincés, des réacs, des bourgeois et cetera et ça, c'est assez terrible. Il y avait une espèce de double pensée. Alors la conclusion à en tirer, c'est, de façon générale, quand on dit: «Il faut écouter les concernés», oui, d'accord, mais les concernés qui sont sortis de la situation, hein, parce que vraiment, moi, ça me rappelle complètement, quand j'entends des survivantes de la prostitution qui disent: «Mais à l'époque, je disais que c'était génial», et cetera, parce qu'en fait, et c'est exactement la même chose qu'ont subi les victimes des pédocriminels de ces années-là, c'est qu'en fait, le propre récit de la victime, il peut être élaboré qu'une fois sorti de la situation et une fois qu'on a fini par comprendre pourquoi, en fait, on tenait ce discours-là. Mais on va en reparler, par la suite de tout ça. Alors, je vous parlais du recrutement d'alliés, bah, l'agresseur, il recrute des alliés. Là, le recrutement, il est massif, hein. Donc, même le 27 janvier 77, dans Libé et Le Monde, il y a une pétition rédigée par Maznef, qui a été publiée, signée par plein de gens et c'est un soutien dans l'ensemble de la société et particulièrement, dans la gauche cool. Voilà. Alors, il y a quand même,
Pierre Verdrager, qui a écrit Le Grand Renversement. Vous allez avoir le lien, hein, 2 liens vers, ses travaux. C'est un sociologue, c'est super intéressant parce que lui, son sujet d'étude, c'est, cette mouvance-là. Donc, quand je l'ai découvert, ça m'a évidemment, beaucoup, intéressée et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y avait aussi, une part de l'extrême droite, en fait, qui soutenait tout ça avec, des fantasmes un peu différents. À gauche, la gauche cool, moi, ce que j'appelle la gauche cool, c'était plutôt, un fantasme de pseudo-égalité, on joue à être égaux, ce qui est pas du tout vrai, hein, mais et à l'extrême droite, c'était plutôt un fantasme de, l'enseignement, la dé je vais te faire découvrir quelque chose, sachant que c'est pas aussi, séparé que ça, parce que, par exemple, Kamenev, il avait aussi ce fantasme-là, du mentor, qui apprend tout aux enfants. Enfin voilà et donc évidemment, comme c'était, toute l'élite, qui trouvait ça génial, bah, l'agresseur, il était du côté de la bien-pensance et son pouvoir était, renforcé. Il arrivait même à recruter des parents qui, au départ, étaient pas, d'accord. Alors, et ce recrutement, il se faisait aussi par la peur, en fait, de passer pour réac. Ça vous rappelle peut-être quelque chose à l'heure actuelle et voilà, ça se fait pas de critiquer un discours, qui est très, très bien ficelé et vraiment, c'est pour ça que moi, ça me semble important de parler de cette culture-là parce que face à un discours qui est complètement délirant et mais super bien construit et c'est super important de s'armer intellectuellement parce que sinon, on finit par se dire: «Bah, j'ai pas de contre-argument, alors peut-être, j'y avais pas réfléchi comme ça» et je pense qu'il y a vraiment aussi, beaucoup de gens, chez qui ça a fait ça. Alors je vous disais les agresseurs, ils dévalorisent, les victimes, hein. Dans ces années-là, il y avait vraiment une dévalorisation par comparaison avec un agresseur qui se sentait, grandi. Il s'agissait de s'entourer d'enfants et de se sentir grandi par comparaison avec eux. Et c'est complètement délirant parce qu'évidemment que les enfants, ils admirent les adultes, qui sont autour d'eux et en plus qui paraissent cool parce que déjà c'est facile d'être admiré par les enfants, mais en plus si on est cool, bah, c'est encore plus facile. Et ben, en fait, ces gens-là, ils prenaient l'admiration des enfants pour une preuve de leur propre grandeur. Et en fait, en comparaison, les enfants étaient dévalorisés. Alors, Vanessa Springora, elle décrit, en fait, à un moment donné, elle a une dissertation à écrire et Maznev, il dit: Non, mais vas-y, je te l'écris, mais pour faire le beau, en fait» et il écrit la disserte à sa place et elle dit: «Mais par la suite, jamais il s'intéressera à mon journal, jamais il va s'intéresser à ce que je fais, en fait. L'écrivain, c'est lui», elle dit et donc par comparaison, l'enfant est dévalorisé et Gilles, il dit, en parlant de Kamenev: «On se motive à aller de l'avant, à pas se faire critiquer parce que, Kamenev, c'est quelqu'un qui avait la critique facile». Voilà et il y avait une dévalorisation aussi en amenant l'enfant à se sentir redevable, notamment, Adèle Haenel, hein, qui a témoigné à Mediapart en 2019, des violences de Christophe Rougia. Elle finit par penser que, comme c'est son ac l'actrice principale de Christophe Rougia, elle pense que, ben, c'est grâce à lui, quoi. C'est un peu ça. Elle dit, «Je le trouvais dégueulasse, mais je me sentais redevable. Il faisait tellement pour moi». Voilà. Donc, vous allez avoir l'entretien d'Adèle Haenel et puis aussi, l'impression d'avoir été, choisie ou élue, puisque notamment, Kamenev, il organisait un stage avant d'emmener les enfants dans lequel il piochait les enfants qui lui plaisaient et quelque part ils avaient été, choisis et élus, en fait. Alors il y a une autre façon de la dévaloriser, la victime, c'est que elle est dénigrée, c'est elle qui a un problème. Je l'ai un peu abordé tout à l'heure, elle n'est pas assez libérée. Dans le film My Little Princess, on voit Irina Ionesco, donc qui est super bien incarnée par Isabelle Huppert, qui, rechigne la petite, elle rechigne, parce qu'il y a une photo particulièrement impudique et elle rechigne. Et là, on a la mère qui dit, «Ah, je savais pas que tu étais, inhibée comme ça». Alors quand on n'a pas connu ces années-là, en fait, on voit pas la violence de cette phrase, mais en vrai, être coincé, c'était vraiment être une merde et en fait, dire ça, c'est vraiment lui dire, enfin si on est inhibé, c'est la pire des insultes, en fait, hein, dans ces années-là et voilà et puis il y avait aussi une dévalorisation par la haine de l'enfance, hein, sur l'école en bateau, on reprochait aux enfants d'avoir des besoins d'enfants comme, celui de voir, ses parents.
Voilà, je vous parlais de l'inversion de culpabilité, il y avait aussi une négation. Là, c'était plutôt une négation de culpabilité. Il y a un exemple assez, marquant, enfin assez révélateur. C'est un des victimes de Kamenev qui raconte que, sur le bateau, il vient voir l'enfant, il le touche d'une façon totalement inappropriée, ce qui provoque chez ce pauvre petit garçon une réaction physiologique. Et ensuite, Kamenev lui fait croire qu'il aurait normalement dû avoir honte de cette érection et il fait semblant de le rassurer en disant mais non, mais t'inquiète pas, c'est normal, etc. Donc en fait, là, c'est vraiment une façon d'invisibiliser complètement son crime. Et du coup, l'enfant, de nouveau, se sent redevable parce que quelque part, il était fautif, mais le gentil Kamenev l'a rassuré. Vous voyez cette perversion? Et ça, c'était quelque chose d'assez, spécifique à cette époque. Alors, je vous parlais des agresseurs qui isolent leurs victimes. Bah, cet isolement, c'est un isolement par rapport à la loi, par rapport à l'ensemble de la société réac, hein. C'est vraiment un isolement de type, sectaire et les victimes, elles étaient souvent dans une forme de double pensée enfermée dans leur tête, hein. C'est-à-dire: «Je hais ce qui m'arrive, c'est les adultes en qui j'ai confiance qui me le font subir et ceux qui dénoncent, c'est des abrutis». Voilà, cette double pensée. Voilà, avec, il faut couper le cordon avec, le reste de la société. Et puis aussi, notamment sur l'école en bateau, on comprend bien que les enfants, ils étaient, isolés de leur famille et Baptiste, il dit, en parlant de l'école en bateau, il dit, «Quand on a 10 ans, on est en énorme demande d'affection et là, l'affection qu'on pouvait recevoir, c'était dans les rapports sexuels avec les adultes». Donc voilà, cet isolement, ça participe vraiment de la stratégie de l'agresseur. Et Jérôme Stéphan, il dit quelque chose d'assez intéressant. Alors Jérôme Stéphan, c'est l'avocat de Gilles. Gilles, c'était une des victimes de Kamenev, qui a continué, qui est resté sur le bateau, qui n'est jamais parti, et qui est devenu adulte et qui est devenu lui-même agresseur. Et Jérôme Stéphan, il dit, il y a différentes étapes par lesquelles vont passer les enfants et qui vont les amener à considérer finalement que tout ça, c'est la norme. Et effectivement, hein, même sans devenir agresseur, beaucoup de victimes avaient l'impression que c'était la norme, d'autant plus s'ils avaient été complètement isolés. Et ça va même les amener à considérer que tout ce qu'ils vivent, ils le vivent sans contrainte et volontairement. Et ça, c'est vraiment typique de la stratégie de l'agresseur de ces années-là. Alors évidemment, le pouvoir sur les victimes, il est complètement renforcé. Et moi, il y a vraiment, 2 auteurs qui m'ont aidée à comprendre parce qu'on parle souvent du psychotrauma sur les violences sexuelles et c'est hyper important, mais la psychologie sociale, ça explique énormément de choses et notamment, Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule, qui ont écrit, La soumission, enfin plusieurs livres, hein, dont La soumission librement consentie, Petit traité de manipulation à usage des honnêtes gens. Eux, ils parlent pas de violence sexuelle, hein, ils parlent de techniques de manipulation, mais ça éclaire énormément sur, beaucoup de situations et surtout sur, les situations de cette mouvance-là. Alors, l'idée, c'est que, pour manipuler, en fait, une contrainte directe, c'est, facilement repérable. Donc, il vaut mieux donner l'illusion de liberté. Et en fait, ils montrent qu'il y a pas forcément besoin de donner un ordre pour qu'une personne fasse ce qu'on veut. Premièrement, il faut commencer par donner, l'impression que l'autre agit librement et ensuite lui faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans notre influence et ça peut être et même c'est mieux si c'est une action qui est pas conforme à ses goûts, à ses valeurs, à ses envies. Et surtout, faut pas donner de sanctions ni de récompenses explicites, parce que sinon, ça permettrait à la personne de rationaliser l'acte. J'ai fait ça parce qu'on m'a forcé ou j'ai fait ça pour avoir la récompense. Donc, vaut mieux éviter les sanctions et les récompenses explicites. Alors là, j'ai vraiment plusieurs exemples, hein, notamment Vanessa Springora qui explique que Maznev, il envoyait des lettres, plein de lettres enflammées et très bien tournées, il est écrivain quand même, à ses victimes, et les victimes, elles se sentaient un peu obligées d'être à la hauteur et elles s'appliquaient à écrire en retour leurs entre guillemets sentiments. Donc elles écrivaient des lettres enflammées, ce qui servait ensuite à Maznev en fait pour montrer que c'était elle qui voulait. Vous voyez qu'en plus ça les enferme. Et de la même façon, Kamenev sur le bateau, il obtient sans jamais dire ce qu'il faut faire, il obtient ce qu'il veut des enfants parce que il n'y a pas de règle énoncée.
Baptiste, il dit, «Il y a la nudité qui n'est pas imposée, mais plus que lourdement suggérée, donc on s'y met tous». Et puis Fabien, il dit: «C'est tellement induit, personne nous l'a demandé et pourtant on se sent obligé de le faire». Voilà. Et quand on est manipulé de la sorte, en fait, la seule explication, parce qu'en fait, bah, il y a pas eu de sanction, il y a pas eu de récompense, et la seule explication que trouve, la personne, c'est de se dire: «Bah, j'ai agi librement». Et si la victime, elle parvient pas à définir ce qu'a constitué la contrainte, bah, c'est impossible de se révolter. Et ça, c'est horrible parce que pour les enfants qui continuent à faire des trucs qui les débectent, bah, c'est destructeur et ça rend complètement fou de faire des choses, qu'on a l'impression de les faire librement alors que c'est répugnant, voilà. Et alors, Beauvois et Joule, ils parlent aussi de la spirale d'engagement. En fait, quand on pose un premier acte, c'est difficile de, revenir en arrière, en fait. Plus on fait d'actes dans un sens, plus en fait, pour avoir l'air cohérent, pour avoir l'impression même vis-à-vis de soi-même d'être cohérent, plus on continue dans la même voie. Par exemple, si j'ai une vieille voiture et que j'ai fait des frais dessus et qu'après je continue à faire des frais, au bout d'un moment, rationnellement, vaudrait mieux se dire: «Je la mets à la casse». Et ben, en fait, plus je en vrai, le cerveau, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est plutôt plus j'aurais fait de frais, plus j'aurais été engagée dans cette voie et donc plus ça va être difficile de revenir en arrière. Et pour les victimes de ces années-là, c'est la même chose puisqu'en fait, on les amène à dire ou à montrer qu'elles sont, complètement d'accord, qu'elles trouvent ça génial et qu'elles ont de la chance d'avoir des adultes qui les laissent libres. Et plus elles font ça, plus après pour avoir l'impression quand même d'être cohérentes, et ben, en fait, ça va être dur de revenir en arrière. Il faut des années justement pour qu'elles puissent faire le chemin inverse. C'est pareil, tout ça, ça rappelle quand même pas mal de choses, de ce qui se passe en ce moment avec l'offensive transactiviste. Et ce qu'explique aussi, Beauvois et Joule, c'est que plus une culture est libérale, plus c'est facile d'utiliser ces techniques, de manipulation parce que dans une culture libérale, on considère que, les actes partent tous du libre arbitre. Donc c'est beaucoup plus difficile de voilà. C'est l'escalade de l'engagement, oui. Hem Alors, on a des adultes là dans cette mouvance, qui refusent, l'autorité, mais qui sont dans la toute-puissance. Parce que l'autorité, c'est mal, certes, c'est leur truc, hein, mais par contre, eux, ils sont dans la toute-puissance complète. Le pouvoir, c'est la capacité de faire quelque chose à quelqu'un. Donc on voit qu'eux, ils avaient la capacité, hein, de leur faire des choses. Enfin, on a eu 2 exemples, hein. L'autorité, c'est quand même assez particulier puisque l'autorité, c'est pas la toute-puissance, c'est subordonné à une finalité. Quand il s'agit d'enfants, la finalité, c'est la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant. L'autorité, c'est basé sur la confiance, hein. On est quand même obligé d'avoir une certaine confiance pour que l'autre reconnaisse notre autorité. L'autorité s'exerce sans violence et elle nécessite un cadre clair. Et là, en fait, on était dans une sorte de coolocratie, dans lequel, bah, ils pouvaient, en utilisant le fait d'être cool, exercer un pouvoir absolu. J'aime bien ce néologisme de coolocratie. Ils séduisaient, par un comportement cool et c'est facile, en fait, d'être admiré par un enfant parce que les adultes, ils ont besoin d'adultes référents, mais en plus, si on est, super, cool, si on est super subversif, bah, c'est hyper facile, en fait, de les manipuler, en fait. Parce que surtout les ados, ils aiment bien les adultes cool et subversifs. Donc voilà, il y avait une séduction par le cool et en plus en faisant croire aux enfants que le pouvoir n'existait pas. Donc comme on l'a vu, hein, du coup les techniques de manipulation marchent bien. Alors, il y avait pas de cadre, hein, et par contre, si tu peux mettre la diapo 7 s'il te plaît? Mais par contre, c'était au gré des caprices de l'adulte. La diapo 7, on le voit, où en fait Claude Sigala, hein, qui avait un lieu de vie, il dit: «Ici, nous avons des limites, pas celles de la loi, OK, d'accord, mais celles de toi et moi, aujourd'hui et maintenant. Non, tu n'as pas le droit de prendre l'autre pour un objet». En fait, il y a pas alors il dit: «Oui, il y a des limites, mais en fait, on sait pas vraiment lesquelles» et celle, et la diapo, suivante est beaucoup plus, parlante,
enfin encore plus, c'est alors là l'école en bateau. Il ne s'agit pas d'une communauté avec ses règles et sa philosophie, mais de groupes pratiques dans lesquels on vient passer un certain temps de son existence. Les règles sont établies par l'expérience. Et alors ça c'est tout à fait, en fait, là on voit qu'il est dans la toute-puissance puisque l'enfant il arrive, il sait pas quelles sont les règles et en tâtonnant, parce que les règles sont établies par l'expérience, il va réussir à savoir, ce qu'on attend de lui. Et Baptiste, il dit: «Je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi» et ça aussi, je pense que ça participait à cette espèce de pouvoir qu'ils avaient sur nous. Bah oui, évidemment, il y a pas de cadre, donc on sait pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et alors aussi, ce qui est ça va peut-être vous paraître bizarre, mais souvent, il y avait une ambiance super sympa. C'est-à-dire que, Camille Kouchner, elle a écrit La Familia Grande dans lequel elle raconte en fait, les viols, que son frère subissait de la part de son beau-père, un type, célèbre dans le monde politique mais en fait, elle décrit vraiment une ambiance de fête, de la convivialité, une ambiance de liberté avec des discussions politiques, philosophiques et tout et hem et c'est très bizarre en fait parce que, ouais, il y avait une ambiance sympa et ça enlève rien du tout à la souffrance, mais ça rajoutait à la séduction et ça rajoutait à la difficulté de dénoncer en fait tout ça. Vous allez avoir le lien vers, la Familia Grande. Alors, il s'agissait, maintenant les parents là-dedans, en fait, beaucoup de parents essayaient de protéger leurs enfants, hein, mais évidemment face à une toute-puissance séductrice, c'était très difficile d'exercer son autorité parentale. Quand, c'est la petite Vanessa qui dit à sa mère: «Mais j'ai pas 8 ans» et effectivement, en fait, en replaçant l'enfant comme enfant, ben, en fait, l'enfant il préfère aller vers celui qui le prend pour des grands. Voilà et en fait, les agresseurs, ils vont complètement saper, cette autorité parentale qui permet la confiance, enfin qui permet de protéger l'enfant, en disant: «De toute façon, les parents, c'est des bourgeois, c'est des réacs, voire maintenant c'est des cis». Voilà, donc il y a vraiment un travail de sape de l'autorité parentale et dans ces années-là, on avait aussi, des parents, agresseurs ou complices, hein. Ils disaient pas: «Je te livre mon gosse», bien sûr, mais ils disaient: «Oh, je l'autorise, mon gosse». Non, cet être libre à avoir, sa propre sexualité. Enfin, c'était ça aussi, hein, ce que j'ai retrouvé des années après aussi. Pourquoi j'interdirais à cet être libre et cetera? Et puis on avait aussi, des familles, des parents incestuels, hein, voilà. Donc ça a existé aussi. Et puis on a, les parents cool. Alors, tu peux mettre la diapo 10 s'il te plaît. Fin des années 2000, j'ai croisé des gens en fait qui faisaient partie d'un réseau de discussion sur les rapports adultes-enfants. Je l'appellerais le réseau Carotte. Et au début, j'avais l'impression que c'était le concours de l'enfant le plus mal élevé. Ils ont un site internet, Enfance buissonnière et dans ce groupe, il y avait des mantras qui circulaient. Alors il y avait des gens qui étaient pas du tout, pro-pédophiles ni rien, hein, mais il y avait quand même, ça circulait. Enfin, en tout cas sur le site Enfance buissonnière, c'est quand même assez marqué. Les mantras, c'était: «Il ne faut pas éduquer», «L'école, c'est mal». Alors, Bonardel, il a dû les croiser, hein, je pense, parce qu'il dit, «Ils sont pas éduqués», effectivement, hein, les enfants que j'ai croisés, il y avait personne qui leur, posait de limites et c'était, assez, catastrophique et dans ce collectif, on il y avait, en fait, des parents et aussi, d'autres adultes. On ne sait pas du tout ce qu'ils faisaient là, ces adultes, à part s'extasier devant des enfants, qui étaient non éduqués, qui insultaient les flics, qui insultaient les passants dans la rue, et qui criaient: «Brûle ton école» parce que, en fait, un des adultes, qui était un homme un peu la tête pensante de ce réseau-là, il écrivait des contes qui se terminaient toujours par la morale: «Brûle ton école», parfois avec la maîtresse dedans, hein et les enfants, ils réclamaient qu'on leur lise ces contes. Évidemment, ils savaient pas lire, hein, ces enfants et ils passaient leur temps à répéter: «L'école, c'est la prison, l'école, c'est la prison». Ils y avaient jamais mis les pieds, mais bon, voilà et ils criaient, «Brûle ton école» et ça faisait très et les adultes étaient très, très, très contents de voir ces enfants qui criaient ça. Bon, sur ce site de l'enfance buissonnière, je sais pas si tu peux mettre la diapo 11,
il y a des textes, qui circulent, sur la non-éducation. Il y a beaucoup de textes de Baker, de Bonardel et cetera. Heu et heu et donc c'était, voilà. Là, c'est un anonyme, hein, j'ai pris cette citation. Il critique le fait que, les parents aient un droit de regard, sur, les relations sexuelles des petits, en fait, hein. Et pour eux, il y a des relations sexuelles consenties avec les enfants mineurs. Donc ça, c'est vraiment très récent, hein, c'est les années 2010. Et Bonardel, il est vraiment, il regrette très clairement, la période, des années 80. Enfin, je sais qu'à un moment donné, dans une note de bas de page, il dit, que c'est une conception de l'enfance qui a disparu dans les années 80. Voilà. Voilà. Et après, ils vont modeler, je sais pas si tu peux mettre la diapo suivante. Il s'agit de modeler l'enfant fantasmé. Notamment, bah, je vous ai dit, hein, Maznev qui écrivait qui faisait en sorte que ses victimes, lui envoient des lettres. Et puis, donc l'idée, c'est oui, voilà, c'est celle-là, pardon. L'idée, c'est vraiment, que, ben, ils sont pas éduqués et on est content parce que, ils vont bien. Mais on sait pas sur quoi ils se basent, pour dire qu'ils vont bien, parce que de toute façon, si d'autres enfants disent qu'ils vont bien, par exemple, je sais qu'à un moment donné dans le livre, il dit, bah oui, il y a un enfant qui dit qu'il va bien, en allant à l'école, c'est forcément que cet enfant qui dit aimer l'école, il est sous la domination, de la pensée dominante. Par contre, quand les enfants de son milieu disent qu'ils vont bien, et ben là, il faut les croire. Enfin voilà. Hem, alors donc il y a vraiment enfin voilà, une façon de modeler l'enfant. Et Gilles, il décrit, ce qui attirait Kamenev chez les enfants. Il dit, il était en admiration devant les très jeunes enfants qui exprimaient des choix, des décisions, ça, l'émerveillait. Là donc en fait, on a un adulte qui clame la liberté de l'enfant. L'enfant, pour, plaire à l'adulte, répète qu'il est libre ou lui donne l'impression de l'être. Et donc l'adulte, il dit: «Bah, vous voyez, il dit qu'il est libre». Voilà. Et comme ça, l'adulte, il se fait croire à lui-même qu'il est, face à un égal. Et on a notamment, enfin voilà, plein de gens qui s'extasient devant les enfants non éduqués. Alors on a aussi, une négation, de la de la violence, parce qu'en fait, il y aurait des bonnes et des mauvaises victimes. Déjà, il faudrait, selon eux, distinguer, je sais pas si tu peux mettre la diapo 14. Il faudrait distinguer les rapports, merci, les rapports, il faudrait distinguer les rapports consentis des viols. Et puis, ensuite, si on a une victime qui est, violée par, des gens extérieurs à cette mouvance, c'est forcément des vraies victimes. Mais si c'est des enfants qui sont violés par la bande de potes cool, enfin, des gens qui font partie de cette mouvance: «Ouais, mais nous, il y a pas de rapport de pouvoir» et cetera. Si la victime, elle dit, «Mais c'est OK, ça va bien», parce que les victimes faisaient, comme je vous dis, faisaient croire que ça allait. Bah, c'est la preuve que c'est acceptable. Si la victime dit, «Mais non, mais c'était horrible», c'est une preuve qu'elle est influencée par la bourgeoisie. Et c'est vraiment le sens de cette citation de Claude Guillon. Alors Guillon, c'est un espèce de type qui se dit, libertaire et qui avait un site internet, je crois qu'il est décédé maintenant. Alors il dit clairement qu'il est pas pédophile lui, mais par contre il les défend comme une liberté comme une autre, hein. Et vous voyez le ton un peu à rebours des niaiseries inventoriales, enfin on voit qu'il y a quand même, il se place vraiment, au-dessus voilà, au-dessus de tout le monde, quoi. Voilà, ce progrès sera récompensé par une nouvelle mode psychiatrique. Donc voilà, comme si c'était une mode psychiatrique que de dénoncer, les abus sexuels, parce qu'effectivement, depuis quelques années, il y a énormément de victimes de ces années-là, évidemment, qui sont devenues grandes, hein, et qui, dénoncent tout ça. Et Claude Guillon l'avait un petit peu prévu, donc il dit que ce serait une mode. Voilà. Et il y a aussi l'idée que c'est l'interdit qui créerait le traumatisme. Donc en fait, c'est pas l'acte en lui-même, hein, c'est le fait que la société l'interdise. Et les parents de Baptiste, ils portent pas plainte contre Kamenev, de peur de traumatiser encore plus leur enfant. Et lui, il se demande quand même si c'était pas plutôt pour se protéger eux-mêmes. Et il dit: «J'aurais aimé une réaction outrée. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un à un moment donné qui nous dise: "Il y a un problème"». Sinon, bah, tu finis par te dire que c'est peut-être normal. Et c'est tout à fait, ce qui se passait pour beaucoup de victimes à qui personne ne disait: «C'est pas normal». Voilà.
Et il y a aussi une invisibilisation, alors ça, tu peux mettre la diapo, 16, des, symptômes, qui sont considérés comme cool. Alors évidemment, il y a beaucoup de victimes qui ne manifestent aucun symptôme apparent, mais il y a quand même des signes, notamment une hypersexualisation, qui devraient normalement donner l'alerte. Mais comme, dans ces mouvances-là, le rapport à la normalité, c'est bourgeois, c'est mal, c'est n'importe enfin voilà, du coup, en fait, on ne regarde pas, les symptômes et on trouve ça, hyper cool quand on a un enfant qui est hyper sexualisé, hein, ce que dit Yves Bonnardel, reste toujours platement considéré, toujours, ce ton un petit peu, supérieur, hein. Et donc il dit: «Mais c'est n'importe quoi de considérer ça comme un symptôme, en fait», voilà. Donc voilà, pour lui, c'est des inquiétudes infondées et c'est formidable, en fait, hein. On va laisser les enfants avoir des comportements sexuels inadaptés et comme ça va être des proies pour des nouveaux prédateurs, hein. Enfin, il y a vraiment une façon de penser comme ça, de pas voir en fait la souffrance des enfants. Et puis on va effectivement, enfin c'est des gens qui vont avoir des solutions complètement délirantes contre les violences sexuelles faites aux enfants. En gros, Bonnardel, pour lui, il suffirait qu'il y ait plus d'autorité d'emprise parentale, que les enfants aient droit de partir comme ils veulent de chez eux, pour éviter les violences au sein de la famille. Bon, ce qui est complètement, une méconnaissance des mécanismes d'emprise et notamment de ce que peuvent vivre les enfants au sein des familles. Bon, pour lui évidemment et puis pour tous ses potes de cette mouvance-là, la protection c'est mal en fait, c'est considérer les enfants comme inaboutis et donc il faut arrêter de vouloir protéger les enfants. Ce serait une forme de discrimination. Voilà, c'est comme ça, ça donne une idée un peu, j'espère, de, comment, de l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là et de ce que pouvaient, subir, et vivre, les enfants. Alors maintenant, je vais vous parler de politiquement, en fait. Alors il y a un livre que je vous conseille, c'est Un silence de morte, la violence masculine occultée de Patricia Romito. Elle donne vraiment, une explication de comment en fait il y a les stratégies individuelles et après, les stratégies politiques et que, il y a un aller-retour entre les 2. Déjà, il y a une conception de l'enfance, la diapo 18, s'il te plaît, une conception de l'enfance et de la sexualité. Tout est c'est un constructivisme absolu. Tout est construit, tout est relatif. Voilà. Alors, Bonnardel, qui a l'air de tout avoir compris, hein, si nous continuons à partir d'évidences, alors évidemment, lui, au moins, il part pas d'évidence, hein, qu'il y aurait de toute éternité des enfants et des adultes, on pourra jamais changer le monde. Voilà. Ça, c'est sa thèse, hein. Et puis, ensuite, en fait, la catégorie d'âge, ce serait une catégorie construite au même titre que, la race, le sexe, voilà. Et puis ensuite, la diapo d'après, en fait, il dit, «J'ai d'abord, hésité, peut-être, j'aurais pu faire des distinctions entre les enfants, les tout petits, les ados, les pré-ados» et puis après il dit: «Oh mais non, non, en fait, c'est de l'agisme tout ça» et hem et en fait, la diapo d'après, sa conclusion, en fait, alors là, c'est quand même assez incroyable. Sa référence, c'est René Scherrer, hein, un pédophile notoire, qui dit: «Et à 4 ans, on peut affirmer sans hésitation que, l'enfant est capable de se débrouiller par lui-même et de gagner sa vie». Parce que Yves Bonnardel, il aime pas l'école, mais par contre, le travail des enfants, c'est pour lui, ça pose pas de problème, hein. Parce que les enfants sont libres, hein, faut bien qu'ils gagnent leur vie et si on veut qu'ils puissent partir de chez eux, il faut leur permettre, en fait, de trouver du travail. Donc voilà, lui, le travail des enfants, ça ne le gêne pas du tout. Et donc à 4 ans, l'enfant est un majeur, voilà. Il y a une incompréhension de ce que c'est que la vulnérabilité, hein, en fait, pour eux, l'enfant, il serait vulnérable uniquement en raison de sa condition sociale et pas du tout parce que, naturellement, les bébés dépendent des adultes, hein, ça, voilà. Et après, ils font une sorte d'homme de paille, à savoir que si on n'est pas d'accord avec le fait qu'ils se tapent des gosses, c'est uniquement parce qu'on pense que les enfants sont purs et que la sexualité, c'est mal. Voilà. C'est un j'appelle un homme de paille parce que, c'est pas
du tout pour ça qu'on dit qu'il faut pas se taper des gosses. C'est pas parce que la sexualité, c'est mal. Mais en fait, un homme de paille, ça consiste à quand on peut pas, détruire l'argument de quelqu'un, ou contredire un argument, en fait, on va transformer son argument en un autre argument beaucoup plus facile à contredire et c'est ce qu'on appelle un homme de paille. Voilà, donc et donc une négation complète des caractéristiques de l'enfance et en fait, en gros, alors on va mettre la diapo 22 quand même. Heu, tant Alors il y a celle-là, donc ça c'est la citation de Claude Guillon, donc en fait, où là il dit que, bah, en fait, ceux qui veulent pas que les enfants, qu'on se tape des gosses, c'est parce qu'ils trouvent que la sexualité c'est mal et celle d'après, la citation d'après, en fait, en gros ce que dit Bonardel, c'est que, pour éviter les violences sexuelles sur les enfants, en fait, il faut arrêter, le joug adulte et ça leur permettra de décider en gros, avec qui ils couchent et avec qui ils couchent pas, les enfants. Voilà. Donc enfin, je sais pas si vous voyez quand même, il y a pas trop besoin de lire entre les lignes pour comprendre, son positionnement quand même, hein. Voilà, et puis, alors je vais vous parler de Jean Bérard. Jean Bérard, il a écrit, un texte qui s'appelle «De la libération des enfants à la violence des pédophiles». C'est un historien, son texte est vraiment, très intéressant et en fait, il s'est intéressé, à un argument, des pédocriminels pour, abolir la majorité sexuelle. Alors déjà, rien que cette idée de majorité sexuelle, c'est un terme de pédophile puisque en fait, il y a pas de majorité sexuelle. C'est-à-dire la majorité sexuelle, ça ferait croire que les enfants en dessous d'un certain âge, ils ont pas le droit. Mais non, en fait, ce qui est interdit en dessous d'un certain âge, c'est de se taper des gosses. C'est un interdit qui porte sur les adultes, pas sur les enfants. Enfin bon. Et donc, en fait, eux, donc ces pédocriminels, ils veulent abolir la majorité sexuelle et leurs arguments, c'est les enfants sont capables de consentir, donc ça, on le retrouve hein, dans plein d'écrits, hein, Guillon, Scherrer, enfin, voilà. Et distinguer la sexualité avec les mineurs du viol. Hein, alors ça, il y a la diapo 23 où Claude Guillon, il dit s'il s'agit de violences, de rapports sans violence physique particulière, comme si, il pouvait y avoir, comme si un rapport avec un enfant pouvait être non violent. Enfin, en soi, c'est violent, en fait. Enfin, c'est hallucinant d'avoir à dire ça. Ah donc, et le troisième argument, c'est renvoyer, la responsabilité des violences les plus fréquentes au milieu familial. Et alors ça, j'ai juste, montré, sur, la diapo, 24, l'erreur de logique, en fait. Parce qu'effectivement, la plupart des violences ont lieu dans le milieu familial, mais en fait, ils disent: «Bah, la plupart des méchants sont des A», c'est-à-dire la famille, donc tous les A sont des méchants. Bah, ça déjà non, toutes les familles sont pas violentes et donc tous les B sont des gentils. Donc si vous faites partie de notre communauté, enfin eux c'est ce qu'ils disent, hein, notre super communauté de gens cool, et ben en fait, forcément, ça peut être que génial. Voilà. Et puis aussi, il y a un pinaillage sur les limites. En fait, en gros, ça va être: «Oui, mais alors, si, c'est un enfant qui a, 14 ans et 364 jours, on peut pas et 15 ans et 1 jour, là, on peut». Mais en fait, juste, il y aurait pas besoin de mettre des seuils d'âge, en fait, si vous étiez pas là, bande de merde, là. Enfin, en fait, ils nous emmerdent parce que oui, forcément, un seuil, il faut bien le fixer à un moment donné. Mais s'ils étaient pas là, ces pédocriminels, il y aurait pas besoin de mettre de seuil d'âge. Et en plus, ils pinaillent. Enfin, non, c'est ça qui est, enfin, vraiment, ils sont pénibles, quoi. Enfin bon, plus que pénibles, d'ailleurs. Donc ils pinaillent, ils pinaillent, ils pinaillent et puis alors il y en a, ils disent: «Oui, mais alors, mais non, mais en fait la puberté, elle est pas au même âge». J'ai eu cette discussion avec une femme du planning familial il y a quelques années. Elle me disait: «Bah non, mais en fait, on n'a qu'à dire que c'est à partir de la puberté». Mais de quoi tu parles? Bah, il y a des gamines, elles ont leurs règles à 9 ans, en fait. Enfin, non, il faut un âge, hem, fixé par la loi. Mais vraiment, ça leur plaît pas de fixer des frontières, en fait. Donc les besoins fondamentaux, de l'enfant sont complètement niés, hein, évidemment. Et ensuite, la diapo 25, voilà, c'est une citation du manifeste de Couiza, hein, c'est publié dans Émouvance du collectif Réseau Alternative, hein, c'était plein de lieux,
Il y en a peut-être où il y avait pas de violence sexuelle, mais en tout cas, il y en a en lisant, on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de violences sexuelles et en fait, on voit que protection et répression, pour eux, c'est la même chose. Voilà. Heu, alors comme je vous disais, tout ça, c'est arrivé après, mai 68 et en fait, j'ai lu, un Malka Markovic qui a écrit, L'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle. Elle est historienne et elle a retracé l'ambiance dans laquelle les gens ont vécu pendant toutes les années après 68. C'est absolument passionnant, vous allez avoir le lien et moi, 68, c'est mon imaginaire d'enfance parce que mon père, il me racontait tout le temps, mai 68, le mouvement ouvrier et en fait, c'est des années après que j'ai découvert, en fait, qu'il y avait eu, aussi un mouvement étudiant et c'était quoi le lien entre ces 2 mouvements? Et bah, ce que je me suis dit, c'est que dans les 2 mouvements, ils disaient ne pas aimer les bourgeois. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils leur reprochaient? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un glissement sémantique du mot bourgeois, parce que pour les ouvriers, le bourgeois, bah, c'est leur patron. Pour les étudiants, le bourgeois, bah, ça peut être leur père, par exemple, hein, et pour nombre d'entre eux, c'est ce qu'ils deviendront. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois? Bah, pour les marxiens, c'est le propriétaire des moyens de production, donc production industrielle et puis parfois production intellectuelle. Et puis après, il y a une évolution et ça devient le bourgeois, c'est celui qui tient l'ordre moral, c'est lié à la violence familiale. Alors ça, on peut le comprendre parce que pour l'étudiant, si son père c'est un bourgeois et qu'en plus c'est un violent familial, il se dit, bah, le bourgeois, c'est lui qui incarne la violence familiale. Bon. Et puis ensuite, c'est devenu le bourgeois, tout ce qui est opposé à la jouissance immédiate. Et alors pourquoi? On ne sait pas. Il y a la diapo, 27, s'il te plaît. Il y a 2 mouvements et plusieurs revendications. Dans le mouvement ouvrier, la revendication, c'est le socialisme, hein, c'est la volonté d'égalité et l'égalité dans le socialisme, c'est vu comme un rapport social, c'est-à-dire dans lequel, les individus ou les groupes humains, non seulement ils ont les mêmes droits devant la loi, hein, ce qui en France est le cas, mais aussi où les rapports de force seraient équilibrés. Et là, c'est pas le cas entre les prolétaires et les capitalistes. Et là, on voit bien que la classe bourgeoise, elle est, identifiée, et le rapport social, bah, c'est un rapport entre 2 groupes, sociaux qui ont des intérêts antagonistes. Donc les prolétaires et les capitalistes, a priori, ils ont quand même des intérêts antagonistes, hein, avec une exploitation. Mais, en 68, il y avait pas que le capitalisme, hein, dans les choses qui allaient pas. Et en fait, les féministes, elles ont mis aussi en lumière l'existence d'un rapport social entre les sexes, les rapports sociaux de sexe. Et ce rapport social, autant dans le capitalisme, le rapport social, c'est l'exploitation de la force de travail par la plus-value, autant dans le patriarcat, le rapport social, c'est une appropriation de la personne de l'épouse pour s'approprier, ses capacités reproductives. Bon, voilà. Et puis, il y avait aussi le mouvement lesbien. Bah, le mouvement lesbien, c'était rattaché au féminisme. Donc, le modèle féministe, il convenait, en fait. Et aussi, il y a eu l'apparition de nouvelles revendications liées à la liberté dans le mouvement étudiant et les libertés individuelles et le mouvement homosexuel. Et alors, qui c'est qui exerce le pouvoir? Sur les prolétaires et les femmes, bah, il y a un rapport social inégalitaire, donc en fait, c'est les hommes, c'est les bourgeois, c'est les capitalistes. Sur les homosexuels, c'est la norme sociale et il y a pas de rapport social entre les homos et les hétéros. Il y a pas de rapport d'intérêt antagoniste entre les homos et les hétéros. Alors c'est qui exerce le pouvoir sur eux? Et ben, petit à petit, on a fini par dire que c'était les bourgeois. Mais je sais pas pourquoi, parce que, il y a aussi de l'homophobie, dans le milieu ouvrier. Bon. Et après le mot égalité aussi, il a changé parce que, comme je vous disais, dans le socialisme et le féminisme, l'égalité, c'est un rapport social et dans le mouvement homosexuel, bah, c'est d'avoir les mêmes droits que les hétéros, ce qui enlèverait rien aux hétéros. Et il y a eu un glissement aussi sémantique de la notion d'égalité, qui est aussi même droit pour tous. C'est pas du tout la même chose que de vouloir un rapport social, puisque égalitaire. Et ensuite, on avait un mouvement d'émancipation collective avec le féminisme et la lutte contre le capitalisme. Et, en fait, dans le mouvement homosexuel, petit à petit, est apparu un mouvement de subversion
Mais là, la subversion, c'est plus, individuel, on va dire et c'est ce qui est bien aussi, mais voilà. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu un ennemi commun, la bourgeoisie. Alors autant je comprends pour le mouvement ouvrier, autant pour, la lutte homosexuelle, pour tout ça, je vois pas trop, mais bon. Et donc en fait, avec des définitions différentes. Le rapport social a transformé, il est objectivable, hein, dans le cadre de la lutte, socialiste, mais contre la liberté individuelle, on voit pas trop ce que la bourgeoisie vient faire là. Et donc en fait, quand on parle de bourgeoisie, bah, ça devient, une norme et en fait, c'est plus un rapport social, objectif matériel, c'est, des valeurs. Voilà. Et tout ça, ça fait que, on va à la fois lutter contre la bourgeoisie, avec une autre définition, et en même temps, hem, être dans un libéralisme extrême. Alors le libéralisme à la base, c'est plutôt bien, enfin, c'est des principes universels qui permettent à chacun de ne pas être inquiété pour ce qui relève de leur vie privée. Mais ce que j'appelle le libéralisme extrême, c'est de considérer que tout relève du libre arbitre, sans tenir compte de ce qui pèse sur l'individu. Notamment le libéralisme économique qui dit bah, le prolétaire, il est libre de vendre sa force de travail. Et aussi, je ne sais pas si tu peux mettre la diapo 28, la prostitution, ce serait un choix individuel et tout ça, c'est complètement, contraire, aux principes socialistes. Et ensuite, dans le libéralisme économique, dans le libéralisme extrême, il y a aussi, les enfants sont, comme n'importe quel individu, libres de faire des choix. Alors, ça c'est, Gail Peterson, qui est cité par Yves Bonnardel dans son livre. Et en fait, on voit que, bah, l'interdit de la prostitution, ce serait une oppression envers les enfants et on voit que la diapo d'après, la 29, si tu peux la mettre, alors là, Yves Bonnardel, il parle d'autodétermination, hein, en disant: «C'est dégueulasse qu'il y a que les adultes qui ont le droit de s'autodéterminer». Alors là, il parle pas, enfin voilà, l'autodétermination, c'est vraiment un terme qui revient chez les libéraux extrémistes, hein. Heu et En fait, voilà, il critique, les lois contre la prostitution. Voilà, et la liberté, c'est, le seul rempart contre, la violence, puisque en fait, vu que tout rapport, matériel de pouvoir en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, à la base, la notion d'égalité, ça parlait c'était on parlait de rapport social. Mais comme là, tout rapport matériel de pouvoir est nié et que le pouvoir, c'est uniquement un truc diffus, une espèce de norme, on ne sait pas qui c'est qui l'applique, en fait, on ne voit plus les rapports sociaux et ce qui fait qu'on peut aller vers un libéralisme extrême en se disant: «Bah, écoute, si chacun fait ce qu'il veut, tout ira bien». Si les enfants, ils ont envie de partir de chez eux parce que les parents sont méchants, bah, il suffit de leur autoriser, quoi. Plus besoin de protection. Vous voyez à quel point c'est libéral. On renvoie complètement les victimes et les enfants à leur propre, responsabilité. Alors, voilà, tout ça, ça amène à ce que, en fait, Gabrielle Russier, c'était une enseignante qui avait plus d'une trentaine d'années, qui a eu une liaison avec un de ses élèves de 16 ans. C'était en, 69 ou 70 et elle a été condamnée, évidemment, les parents ont porté plainte. Elle a été condamnée à 1 an de prison avec sursis et pauvre choupinette, elle était malheureuse, elle s'est suicidée dans son appartement. Alors, il y a plein de gens qui ont dit: «Oh la pauvre, oh là là, je voulait juste aimer un enfant, hein». Et alors, il y a André Cayatte qui a fait un film qui s'appelle Mourir d'aimer, qui a été repris très récemment par José Dayan, il a été refait ce film, en fait, là, on voit vraiment que l'égalité défendue, c'est pas une égalité de rapport social, hein, comme on l'avait vu dans le socialisme et dans le féminisme, mais une égale répartition de l'accès aux droits et aux ressources, y compris si ces ressources sont des enfants. Donc voilà et j'en ai encore entendu parler la semaine dernière de cette pauvre choupinette de Gabrielle Russier et souvent en plus l'argument c'est: «Ah oui, mais enfin quand même si ça avait été un homme, on n'aurait rien dit». J'espère que si, on aurait dit quelque chose si un prof il se tape son élève. Enfin bon voilà. Donc cette notion d'égalité, c ça a été complètement dévoyée en fait. Et donc en fait, on va de la critique de la bourgeoisie, ça amène à la critique des féministes. Comme je vous disais, la bourgeoisie, ça a plus aucun sens. On ne sait pas qui c'est, ces bourgeois. Donc en fait, c'est la famille qui est le modèle bourgeois, donc on n'aime pas le patriarcat. Bon ça personne n'aime le patriarcat, mais en fait, on sait plus ce que ça veut dire. Donc en fait, la famille, c'est mal,
Mais qui c'est qu'incarne la famille? Bah, c'est souvent les mères, hein, qui vont essayer de faire obstacle à la toute-puissance. Et puis, je vois sauf si ses parents, ils sont d'accord. Par exemple, il y a Flavie Flament qui a écrit La Consolation. En fait, elle a été victime de David Hamilton, qui était un photographe qui violait plein de gamines, et en fait, sa mère, elle l'emmène chez lui. Il les accueille à poil, elle dit: «Oh bah, je viens la chercher quand, voilà, tout va bien». Et pareil, Bonardel, il dit lui, il aime bien les enfants de son entourage, hein, parce que ils sont pas éduqués. Donc en fait, il y a quand même des familles, voilà, c'est ça, c'est que d'un côté, ils disent la famille, c'est l'espace où on peut être naturel, brutal, c'est dégueulasse, mais en même temps, bah, ils vont quand même trouver qu'il y a des familles, sympas. Et donc tout ce qui fait obstacle à la liberté individuelle, c'est mal parce que c'est bourgeois. Donc les mères, c'est forcément des bourgeoises, hein, parce qu'elles appartiennent à la famille et elles font quand même obstacle à la liberté, de ces messieurs dames, hein. Alors là, je vous mets la citation, page, 31, pour vous montrer un petit peu, l'état d'esprit de comment on voyait la liberté. C'est-à-dire que cette pauvre Catherine Baker, elle dit quand même: «C'est dégueulasse, les parents, ils trouveraient ça louche si je m'intéressais à leurs gosses». Beh oui, tout à fait, voilà. Et puis, donc, il y a une critique, des féministes parce que bourgeoises, hein, et notamment Denise Bombardier, quand, elle a un petit peu, parlé sèchement, enfin voilà, elle a eu le courage en fait de dire à Gabrielle Mazneff, ce qu'elle pensait, puisqu'elle, elle venait du Québec, elle arrivait, elle a complètement halluciné, hein, de voir ce type qui racontait ses crimes, et elle est vraiment passée sur le plateau pour une réac en fait, hein, voilà. Alors, la subversion, à ce moment-là, c'est la norme. Il faut être subversif. Sorge Chalandon, en 2001, il a écrit, un article qui s'appelle «Libé en écho d'un vertige, commun», et qui est vraiment super intéressant parce qu'en fait, on voit vraiment l'ambiance qu'il y avait à Libé à ce moment-là. Et j'aimerais bien savoir l'ambiance qu'il y a maintenant, parce que comme ils sont assez, bienveillants envers les transactivistes, visiblement ça n'a pas trop changé. Et en fait, pour comprendre ça, bah, moi, il y a un débat j'ai regardé plusieurs fois parce qu'il est vraiment, c'est l'origine de ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est, le débat entre, Chomsky et Foucault, avec Chomsky donc, qui incarne le socialisme, hein, c'est un anarcho-syndicaliste, et Foucault, le postmodernisme. Donc, Chomsky, et à un moment donné, il y a un passage qui est assez intéressant parce qu'il y a Chomsky qui dit, bah, les prolétaires, ils font la lutte des classes parce que c'est juste, parce qu'il y a une injustice du capitalisme, et Foucault, il dit, bah, non, c'est pour gagner. Et lui, en fait, Foucault, pour lui, c'est 2 clans, et chaque clan veut gagner, pour avoir le pouvoir. Mais quel pouvoir, en fait? Et pour, Foucault, il y a une négation complète des rapports de pouvoir matériels, c'est qu'un clan contre l'autre. Et ça, c'est assez révélateur, en fait, de ce qu'on vit maintenant, en fait. On nie complètement, les rapports sociaux de sexe, et cetera. Et donc on appelle ce mouvement le postmodernisme parce qu'en fait, il rompt avec, les principes qui étaient à l'origine les principes de gauche, hein, les principes des Lumières. Et on a, des auteurs comme Foucault, Deleuze, Derrida qui ont eu un énorme succès aux États-Unis. Les États-Uniens, ils ont appelé la French Theory, et c'est revenu, de se diffuser de façon complètement impérialiste dans le monde entier, ces idées-là, un peu transformées au passage. Et Suzanne Lehmann, elle a écrit, La gauche n'est pas woke en 2024. C'est une philosophe, c'est passionnant. Et elle dit qu'en fait, pendant longtemps, les gens de gauche, ils se référaient à des principes héritiers des Lumières, comme l'universalisme et la justice, qui était un principe universel. Et quand on voit la citation enfin, quand on voit comment, Foucault, il voit pour lui, la justice, ça n'existe pas, en fait. Pour lui, tout est complètement, relatif, et tout le monde, défend son bout de gras, y compris les pédophiles, hein, qui soutenaient aussi en disant: «De toute façon, les enfants, comme je vous dis, c'est un libéralisme extrême, hein, il suffit de leur demander s'ils sont d'accord ou pas». Alors, Hélène Peucrose et James Lindsay ont écrit, Le triomphe des impostures, intellectuelles. Il y a un relativisme, culturel. Donc enfin, en fait, ils ont listé, en fait, les principes, postmodernes, notamment le relativisme culturel. Il y aurait pas de principe éthique universel autre que normatif, et la norme, c'est mal parce que c'est imposé par les bourgeois ou par l'Occident, on ne sait pas, ça dépend. Donc, le pouvoir, c'est plus un rapport social entre 2 groupes aux intérêts antagonistes, mais c'est une norme sociale uniquement.
Donc en fait, on peut faire référence à la Grèce antique et en fait, l'idée, c'est de montrer que les représentations et le rapport à la pédophilie, il a changé dans l'espace et le temps. Et ça, Pierre Verbrager, il explique comment c'est un travail rhétorique pour avoir raison, mais qui est basé sur rien. Tout ça, ça montre que, bah, si la représentation, elle change dans l'espace et le temps, ça prouve que l'interdit, c'est arbitraire. Enfin, selon eux, hein, parce qu'évidemment, non, pas du tout. Donc on a un relativisme éthique et culturel aussi. Toutes les violences se valent. Alors ça, c'est Suzanne Lehmann qui parle de ça. En fait, d'une tendance des woke, enfin elle les appelle les woke, moi je les appelle les postmodernes, mais on parle des mêmes gens, hein. Face à quelqu'un qui dénonce une violence, on va lui rétorquer que d'autres groupes aussi exercent des violences, donc c'est rendu, acceptable parce que inévitable. La diapo, 37, on voit que, Guillon, il explique que, bah, il y a d'autres violences, hein, pourquoi, pourquoi le sexe, on dit que c'est une violence plus grave, alors qu'il y a bien d'autres violences. Enfin, en fait, on va brouiller complètement, l'existence de la violence. Voilà. Un autre des principes, du postmodernisme que je trouve assez intéressant, là, c'est la diapo 39, on va passer à la 39 directement. C'est le relativisme cognitif. En fait, c'est le fait qu'il n'existerait pas de réalité objective indépendante de la façon dont les individus ou les groupes, l'aperçoivent et en fait, selon les postmodernes, l'idée qu'il y a une vérité objective, c'est, quelque chose de normatif, donc de bourgeois, donc de dominant, alors que j'aime beaucoup cette citation d'Alan Sokal dans la préface de Que Cross et Lindsay. En fait, il dit: «Mais, si on n'accepte pas le fait qu'il y a une vérité, enfin que bah, en fait, évidemment, c'est ceux qui ont le pouvoir qui vont imposer leur propre vérité, s'il n'y a pas de réalité objective». Contrairement à ce que disent les postmodernes, non, en fait, la post-vérité, c'est plutôt au bénéfice des puissants. Et puis un autre principe du postmodernisme, c'est le brouillage des frontières. Les catégories, c'est produit par le discours, donc par les dominants. Ça, c'est tout à fait le principe du postmodernisme. Donc en fait, la catégorie enfant, ça n'existe pas. Il y a pas de réel, en fait, toute classification est arbitraire. Alors en fait, la stratégie politique, c'est de s'imposer, hein, par, une pseudo, autorité, hein, si, il y a un pseudo discours, scientifique, hein. Bonardel, il va citer plein d'écrits, et forcément la conclusion, c'est que, l'enfance n'existe pas. Si on rejette le pédophile, c'est qu'on est incompétent, qu'on est ignorant, voire psychiatriquement instable, hein. Le terme de panique morale, il revient, très, très souvent. Verbrager, il parle du courant chez les artistes où, on allait défendre la littérature contre les masses ignorantes, hein. C'est Verbrager qui raconte ça, hein, le sociologue. Voilà la stratégie politique aussi, c'est de dénigrer, de dévaloriser les adversaires pour les faire taire, hein, ils sont réactionnaires, ils sont d'extrême droite, ils sont coincés. Il y a tout un travail aussi sur le langage. Panique morale, puritanisme, époque puritaine, voilà et aussi faire régner une terreur intellectuelle et faire imposer, la subversion comme norme, hein. Il est interdit, d'interdire. Je vous parlais de l'article de Sorge Chalandon tout à l'heure et aussi une des stratégies politiques, c'est de détourner des luttes, hein, notamment le mouvement homosexuel, hein, puisque les pédocriminels ont dit, «Mais nous aussi, on est une minorité, sexuelle opprimée». Alors ça, Verbrager, il dit que, en fait, ce courant-là, pédophile, il s'est terminé plutôt au milieu des années 90. Moi, j'ai l'impression que ça a continué après, mais en tout cas, dans les grands médias, c'est quand même moins bien vu. En fait, lui, il dit qu'à milieu des années 90, il y a eu l'apparition du sida et en fait, les pédophiles ont perdu le soutien des gays à ce moment-là. Enfin, c'est ce que constate, Verbrager. Et puis, aussi, on va détourner, la notion de droit de l'enfant, parce qu'en fait, il renverse complètement les choses en disant: «On défend pas le droit des pédophiles, mais le droit des enfants à une sexualité». Hem, Avec, Bonardel qui est très nostalgique de tous les mouvements soi-disant d'enfants, hein,
l'Indianer Commune, et cetera, dont de certains mouvements dans lesquels il y a eu des violences sexuelles contre les enfants, et aussi les enfants qui sont reconnus comme entités politiques. La notion de l'autodétermination, l'anti-agisme, les syndicats d'enfants, ça c'est Bonardel, il aime bien les syndicats d'enfants, qui revendiquent le droit de travailler, le droit de se prostituer, ça c'est là il aime beaucoup, les enfants autodéterminés, et la notion d'enfantisme. Alors ce terme-là, il y a plein de gens qui sont très bien, hein, dans les mouvements qui se disent enfantistes, mais moi ça me pose vraiment problème parce que c'est construit sur la même façon que le mot féminisme, alors que, ça fait comme si, les enfants, c'était, comme les femmes, une entité politique, ce qui est quand même, pas tout à fait la même chose. Un détournement aussi, hein, de on va détourner les revendications, parce qu'en fait, dans les années, en 68, il y avait aussi une revendication, des ados, hein, qui avaient presque 21 ans, et en fait, on va, faire comme si, il y avait, on allait défendre les droits des enfants, mais en mélangeant ces gens qui ont presque 21 ans avec, des tout petits, en fait, hein. Et puis, je vais un peu plus vite, hein. Heu la convergence des luttes, en fait, c'est ça, c'est, au lieu de penser un projet de société, égalitaire, sans classe, sans voilà, en fait, c'est une espèce de patchwork de tout ce qui est cool. On prend un truc: «Ah ça c'est cool, allez je le rajoute dans mon patchwork», et tout ça c'est soutenu par la gauche cool. Alors, voilà, moi ça m'inquiète, quand même pas mal parce que, bah, encore aujourd'hui, hein, Verdrager, il dit que ça s'est terminé fin milieu des années 90, mais en 2016, en France, on a une loi qui devait passer, pour avoir enfin un seuil en dessous duquel on considère qu'un enfant, systématiquement, c'est considéré comme un viol s'il y a un rapport sexuel avec un adulte et qui peut jamais être consenti quand même. Donc les gens ont pinaillé comme je sais pas quoi. J'ai re-entendu à cette époque-là parler de cette pauvre choupinette de Gabrielle Russier, gna 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 gna, qu'on avait empêché une histoire d'amour, etc. En 2021, enfin, on a eu un âge, c'est 13 ans, hein, en dessous duquel il peut pas, on considère que l'enfant ne peut pas consentir, sauf que, il y a quand même eu une clause qui a été rajoutée, c'est pour ça que c'est 13 ans, au départ c'était 15, mais que s'il y a moins de 5 ans de différence d'âge, et ben, en fait, c'est pas forcément un viol, enfin, c'est très compliqué, quoi. Et puis, le film, de Jean-François Richer, Un moment d'égarement, en 2015, qui est sorti en 2015, qui est une reprise du film de Claude Berry. Vous allez avoir les liens qui était en 77. Alors, Un moment d'égarement, ça raconte, 2015 hein, quand même, l'histoire de deux pères qui partent en vacances chacun avec leur gamine, et il y en a un qui se tape la fille de l'autre. Et puis en fait, tout le film est fait pour montrer que dans certaines situations, quand même, bon bah ça peut arriver. Ce qui me fait dire, oui, c'est ça la clause, Roméo et Juliette. Toute la façon dont encore la semaine dernière, j'entendais parler de Gabrielle Russier, de l'affaire Russier, mais en fait, elle est montrée comme une victime. C'est complètement hallucinant, quoi. Le fait que Bonardel, a quand même assez récemment a sorti son bouquin, la réédition de Becker, les éditions Time Party qui continuent à diffuser ce bouquin-là. Le fait que maintenant, on a enfin depuis 2021 une loi qui dit, bah, les enfants, ils peuvent pas consentir, mais on dit quand même qu'ils peuvent consentir à la transition, enfin voilà. Donc, et en plus le fait que, j'en parlerai peut-être après, il y a quand même énormément de points communs avec, le transactivisme. J'ai parlé longtemps. Je sais pas s'il y a des questions? Merci beaucoup Marie pour cette, magnifique, présentation, passionnante en tout cas. Alors je crois qu'il y a, est-ce qu'on a un petit peu de temps pour les questions? Il y aurait 2 questions. Oui? Une première question qui concerne, voilà, qui demande: «Est-ce que c'est spécifique à la France ou y avait-il un mouvement similaire dans d'autres pays?» concernant les tentatives de normaliser la pédocriminalité ou d'imposer la pseudo-vérité des pédos et la négation de la notion d'enfance. Alors, bah, par exemple, je sais que pour avoir vu l'intervention de Denise Bombardier, visiblement au Québec, il y avait pas ça, parce qu'elle, elle était très choquée. Mais, j'ai l'impression quand même qu'en Europe, il y avait des mouvements comme ça. Notamment le fameux, réseau Carotte dont j'ai parlé à un moment qui est plus récent. Ils sont très en lien avec, des groupes en Allemagne, et Yves Bonardel, en fait,
il parle, de réseaux qui sont en Allemagne. Donc apparemment dans d'autres pays d'Europe, il y a eu ça. Dans le livre de Bonardel, en tout cas, il y a des choses en Allemagne. Oui, certainement qu'il y a des tentatives un petit peu partout, on n'en a pas forcément connaissance. Ouais. Alors, il y avait une deuxième question. As-tu une explication pour le fait que des lesbiennes, notamment Gail Rubin, ou Rubin, Ouais, défendent aussi l'émancipation des enfants et même la sexualité intergénérationnelle? Alors, cette personne dit qu'elle n'imagine pas, donc c'est Athéna, hein, qui n'imagine pas que ouais. cela ait un lien avec la pédophilie. Alors l'explication au fait qu'il y ait des lesbiennes, qui soient mis là-dedans, mais Défendu. en fait les prédateurs, il y en a de partout en fait. Il y en a chez les hommes, alors il y en a beaucoup plus chez les hommes, mais chez les femmes, il y en a aussi. Enfin, quand on voit Catherine Becker, c'est une vraie prédatrice. De la même façon que, l'autre, cette pauvre choupinette là, Gabrielle Russier, c'est une prédatrice aussi. Alors évidemment, il y a plus d'hommes. C'est 98 des agresseurs sont des hommes, mais il y a aussi des femmes. Donc Alors justement, tu parlais de Gabriel Russier. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle? Enfin, c'est donc Blandine qui, dans le chat, disait, est-ce qu'on peut aussi se poser la question par rapport à l'épouse de notre président? bah, après moi j'ai tendance à considérer que c'est aux victimes de se déclarer victimes et que c'est à lui de faire son chemin aussi, quoi. Et s'il le fait, il aura mon soutien, enfin, évidemment. Mais voilà, on peut pas imposer à une victime de, on peut lui dire, mais Oui. je suis pas la psy d'Emmanuel Macron. Enfin voilà, je suis pas dans la position de lui dire ça, quoi. Mais oui, c'est la même situation. Oui, tout à fait. Et la clause Roméo et Juliette dont tu parlais, on peut être victime en ayant un écart d'âge de 1 an ou 2 ans, comme on peut être victime au-delà de 5 ans. Enfin, cette clause, elle n'a pas beaucoup de sens, en fait, la clause. Alors en fait, on peut quand même, être reconnu comme victime. En fait, la loi qu'on attendait en 2016 et qui est passée qu'en 2021, elle permettait à la victime d'éviter à avoir à prouver qu'elle avait subi menaces, violences, contraintes ou surprise. Parce qu'en France, le viol ou l'agression sexuelle, c'est défini par la menace, violence, contrainte ou surprise. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était une loi qui dise en dessous d'un certain âge, l'enfant n'a pas à démontrer la menace, violence, contrainte ou surprise, parce que de fait, c'est ça. Et en fait, s'il y a moins d'écart d'âge, si l'enfant démontre qu'il y a eu menace, violence, contrainte ou surprise, il y a pas, c'est considéré comme un viol. Mais là, en fait, c'est ça le problème, en fait. On ne Mhm. considère pas que c'est systématique. Je sais pas si j'ai été claire. Oui, me semble. Euh, Oui, tu as parlé aussi des années 68, hein, tu as fait le parallèle avec la libération sexuelle, avec notamment une nouvelle injonction faite aux filles et aux femmes d'être libérées. Et toutes les personnes qui étaient, enfin les filles qui étaient coincées, eh bien c'était l'insulte suprême hein, d'être coincé. Il fallait vraiment être libéré, en fait. Mais même les petits garçons, hein, un petit garçon qui était pas assez libéré, il allait falloir le pousser au cul pour que voilà, il s'y mette, quoi. Enfin, c'était vraiment, contre les enfants, et les femmes, quoi. Vraiment, il y avait c'était Alors, il y a plusieurs personnes qui demandent si tu vas écrire un livre, être publié. ben, En tout cas, alors, je pense qu'on te encourage à peut-être je vais écrire. déjà essayer de remettre mon mémoire parce que j'ai écrit mon mémoire de violence sur les de DU et je vais essayer de le mettre à jour parce qu'en fait j'aimerais bien le publier et je pense que je vais aussi parler dans ce mémoire, enfin si je trouve un éditeur, je vais essayer de rajouter, enfin de faire l'articulation. Même si j'en ai parlé dans mon mémoire, j'aimerais bien articuler avec cette culture-là en fait de ces années-là. Alors, il y a une dernière question. Peut-on faire la comparaison entre les pédophiles des années 70 et les transactivistes d'aujourd'hui? Ben oui, en fait, c'est oui, ben oui, en fait.
ça va être long comme réponse, mais en fait, oui, il y a plein de points communs. Un libéralisme extrême, hein, avec le consentement des mineurs à la transition, à la prostitution, à tout plein de choses. L'idée même le mot d'autodétermination, hein, il est toujours présent. On va détester tout ce qui est la protection. Il y a aussi dans ce libéralisme extrême la toute-puissance contre l'autorité, c'est-à-dire qu'on refuse l'autorité qui est protectrice et qui est pour les besoins, pour prendre en compte les besoins fondamentaux de l'enfant, mais par contre, on va être dans la toute-puissance. Notamment, il y a un passage au tout début du livre de Céline Masson et Caroline Eliachev, le Sermon d'Hippocrate, un témoignage croisé entre une jeune fille qui avait voulu transitionner et son père. Et ils racontent en même temps ce qu'ils vivent. Et on voit que ce papa, il essaye de protéger sa fille comme il peut. Et ça m'a vraiment fait penser au moment où Vanessa Springora, sa mère essaye de la protéger, puis qu'elle dit j'ai pas 8 ans. Et en fait, à côté du papa qui essaye de dire à sa fille non mais attends, avant de te faire couper les seins, avant de tout ça, peut-être on va essayer de trouver des solutions. Et cette jeune fille, elle subit une pression coulocrate de la part de l'association transactiviste. Et à un moment donné, elle dit mais j'ose plus leur dire que j'ai des doutes parce que j'ai peur d'être rejetée. Et vraiment, il y a une similitude dans ce que décrivent en fait les victimes des transactivistes et des victimes de ces années-là, avec aussi la même chose sur le temps long. Enfin, quand je parlais de la comparaison du récit de la victime des pédocriminels des années 70 et des récits des victimes du système prostitueur, je remarque en fait la même chose chez les détransitionneuses. Cette difficulté en fait à élaborer son propre récit et puis comment on peut, en ayant affirmé qu'on était super content d'être en couple avec ce vieux, comment on peut, après avoir dit que non, 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 je suis un garçon et j'en suis persuadée, ben, on peut pas du jour au lendemain changer de façon de faire. Mais en fait, tout ça, c'est lié aussi enfin, à des gens qui sont dans la toute-puissance et qui amènent l'enfant à plus du tout élaborer sa propre pensée. Ce que essayait de faire justement le papa qui témoigne dans le livre de Céline Masson et Caroline Eliachev, où lui, il amène sa fille à réfléchir par elle-même, quoi. Et pareil, autre point commun, c'est la sophistication du discours qui sidère complètement les parents et plein d'adultes qu'adhèrent faute de mieux. Hein. Et puis aussi un autre point commun, c'est les pratiques sectaires, hein, la rupture avec la société qui de façon un peu élitiste. Évidemment, hein, la même, c'est le postmodernisme, hein, et le rapport aux catégories, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le sexe, l'âge, les catégories, ça n'existe pas, et aussi le rapport à la norme, qui fait qu'on ne va pas voir les symptômes. Quand on a un enfant comme Bonardel, il trouve ça génial, un enfant qui est hyper sexualisé, on va dire mais non, il n'y a pas de symptômes, parce que le symptôme, c'est un rapport à la pathologie, mais d'où tu dis que c'est pathologique, d'où tu dis qu'il y a une norme, enfin voilà, c'est un peu la façon de penser. Et de la même façon, quand on a une jeune fille qui dit être mal dans son corps, on invisibilise complètement ces symptômes. Évidemment, un autre point commun, c'est l'utilisation de la cause homosexuelle en disant nous aussi, on est comme vous, alors que ça n'a rien à voir. Et une pseudo-subversion, hein, on dit détester l'ordre bourgeois, la norme 6, etc. Avec dans les deux mouvements une réaction parce que bon, même si effectivement il y a eu des lesbiennes qui se sont mis qui se sont mis dans ce mouvement-là, il n'empêche que globalement, et ça Pierre Verdrager il l'a bien documenté, le mouvement lesbien et le mouvement féministe étaient globalement contre. Et on retrouve en fait les mêmes protagonistes aujourd'hui en fait avec le transactivisme. Et, euh, et pareil, une perversion du langage, ça je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait on va utiliser le moins possible le mot enfant. On va parler de personnes mineures. Yves Bonardel, il parle la domination adulte, l'oppression des mineurs. Et pourquoi il l'explique dans son livre, hein, c'est parce que le mot mineur, en fait, ça désigne une catégorie sociale. La minorité, c'est un âge qui est posé par la loi, en fait. Et pour lui, ça, c'est pas, de fait, ça existe puisque c'est dans la loi. Mais par contre, l'enfance, pour lui, ça n'existe pas. Et on va pas, quand on commence à parler de mineur, c'est que quelque part, si on n'utilise que le mot mineur, en fait, c'est une façon d'invisibiliser
d'invisibiliser, l'enfance, quoi. Voilà. En tout ça, c'est ce que moi j'ai repéré comme point commun et surtout des années pour les victimes pour se réapproprier leur, leur propre récit et aussi dans les 2 situations, beaucoup de parents qui essayent de protéger, mais malgré tout aussi des parents cool, je déteste les cools, hein, des parents cool, qui sont, super contents d'avoir un singe, savant, de montrer, «Ah regardez, je suis tellement cool que mon enfant est super libéré, mon enfant est trans, mon enf» ça existe aussi, même si c'est pas la majorité, mais dans les 2 situations, on a ça aussi, quoi. La coulocratie, existe toujours, Oui, malheureusement. malheureusement. À bas la coulocratie. Non, mais Bien. c'est terrible, on peut pas se défendre contre la coulocratie. Enfin, pour les enfants, c'est très dur parce que ça séduit et ils voient pas le pouvoir, en fait, alors qu'il est là. Eh ben, écoute, Marie, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Donc la vidéo sera diffusée sur YouTube. Vous recevrez un lien par mail et vous pourrez la diffuser. Nos premières vidéos sont déjà sur YouTube. Vous tapez WDI francophone ou nous femmes. Vous recevrez une invitation par mail pour notre prochain webinaire. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WDI, womensdeclaration.com, tout attaché. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, au mois prochain. Au prochain, oui, au prochain webinaire.